calm down. Le sport de combat, Saint-Denis, il a fait parler de lui exactement. Et Tony Ferguson à l'UFC. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Countdown TV, bienvenue pour notre premier podcast sur le MMA. Et avant toute chose, je tiens à remercier toute l'équipe qui a permis de rendre ce podcast disponible, donc toutes les personnes qui sont derrière la caméra, les personnes qui ont conceptualisé les logos, les personnes qui ont mis en place le studio. Donc voilà, vraiment merci à toute l'équipe et on mettra un investissement à la hauteur du travail que vous avez fait pour ce projet-là. Pour notre première émission, on reçoit Thomas Loubersan. Bonjour Thomas. Salut. Donc Thomas, tu es grappleur. Oui, grappleur. Mais pas que. Non, Thomas Loubersan, 44 ans. J'ai été grappleur sur une carrière internationale, donc j'ai 5 titres mondiaux. J'ai été 3 fois champion d'Europe, champion de France, champion des Panaméricains. Et à côté de ça, à côté personnel, papa de 2 enfants. Et aujourd'hui, je continue ma carrière dans le coaching, dans l'enseignement. J'ai toujours fait ça depuis le début de ma carrière parce que on en vit malheureusement difficilement du sport. Donc j'ai toujours été assistant, coach pendant quasiment 20 ans à côté pour avoir des revenus pour pouvoir continuer ma carrière sportive. Sauf qu'aujourd'hui, les gens me connaissaient plus pour la carrière sportive professionnelle de grappleur. Aujourd'hui, je suis plus exposé au niveau du coaching et des stages et autres, de l'enseignement. D'accord, ok. Du coup, comment, parce que tu as arrêté la compétition donc à 41 ans, donc c'était il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, mon dernier tournoi c'était à 41 ans, oui. Ok. Comment la transition elle s'est faite? Parce que souvent on sait qu'il y a des sportifs qui ont du mal à passer en fait à l'après-carrière, quoi. Je fais partie de ces gens-là. J'ai même pris des séances avec un psy pour essayer quand tu as un problème, de mettre des mots dessus, d'avoir la compréhension pour passer ce truc. C'est difficile. Quand tu as 20 ans, d'une certaine manière, d'un certain fonctionnement, tu as des ancrages, donc tu as une manière de vivre. Tu as peut-être certaines choses dans la vie, tu peux passer à autre chose qui va y ressembler. Une carrière de sportif de haut niveau avec toutes ces montagnes russes, c'est très particulier, hein. On s'isole, on pousse des choses à son extrême, on a des côtés obsessifs pour aller chercher le détail de haut niveau. Je dirais presque que d'aller chercher quelque chose aussi pointu, aussi loin, c'est presque une maladie, je pense. Le sport de haut niveau, c'est pas forcément normal. Dans la vie, on se bat pour trouver un équilibre, mais le sport de haut niveau, pour moi, c'est du déséquilibre total. Ça veut dire que pour aller quelque chose à son excellence, tu peux pas avoir la place normale pour un enfant, pour une femme, pour les amis, pour les sorties, ainsi de suite. Sinon, tu peux pas, t'es pas dans le sport de haut niveau. Si tu as un volume de pensées par jour, si tu les détournes et que tu as 20% à ton enfant de temps et de pensée, de dialogue et tout ça, t'es plus à 100% dans ton truc. Donc, j'ai fonctionné, en résumé, 20 ans à trouver un équilibre dans un déséquilibre. Et aujourd'hui, j'essaie de retrouver cet équilibre dans quelque chose de équilibré, dans une vie sociale normale, en fait. Donc, ça peut étonner peut-être certains, c'est plus difficile pour moi à trouver une vie normale en couple, avec poser mon enfant, que ma carrière sportive. Ma carrière sportive, c'était un élément, c'était un bateau dans lequel je suis monté qui correspondait à ce que j'avais besoin à cet âge-là. Donc j'étais un enfant avec pas mal de problèmes, et la chose, quand j'étais jeune, j'ai peut-être du mal à aller parler à MC ou autre, donc la chose qui pouvait travailler sur moi comme une forme de thérapie, mais sans avoir les moyens de payer MC ou être prêt à parler avec quelqu'un, le sport était l'outil sur lequel j'étais prêt, que je pouvais avoir. Ça a fonctionné pendant beaucoup de temps. Et aujourd'hui, en résumé, quand tu as ça qui s'arrête, ça ne veut pas dire que ça m'a aidé. Le sport, pour moi, est une très bonne thérapie, ça aide. Après, en résumé, comme toute chose très prononcée, peut aussi devenir quelque chose qui peut aussi te détruire. Donc vient de la fin de la carrière, de faire le bilan et de passer à autre chose. C'est un gros sujet, très très gros sujet, donc je t'avoue que même moi j'ai toujours l'envie de vouloir faire encore un tournoi alors que j'ai 44 ans. Donc alors que si tu fais la balance bénéfice-risque ou qu'est-ce que tu as à gagner, copain, j'ai rien à gagner. Je rajouterai un truc de plus dans mon palmarès, mais mon corps, ça va être dur. Aujourd'hui, je passe du temps avec mon enfant et ma femme. Si je le fais pas, alors pour gagner quoi de plus, quoi. Et si même je m'entraîne aujourd'hui, je gagnerai moins d'argent que ce que je fais actuellement à travers le coaching et l'enseignement que j'ai bien installé de plus en plus. J'ai tout pour ne pas y être, mais mon cerveau, il va encore revenir là parce que j'aime ça, quoi. Donc j'y suis en plein dedans. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup,
Je trouve la parole qui se libère de plus en plus dans le milieu du sport et des sports de combat autour de des problèmes, des problèmes. Toi, c'est pas vraiment un problème psy, mais C'est des problématiques, c'est des problématiques, ouais, si. voilà. C'est une parole qui se libère. Il y a de plus en plus de gens qui admettent, qui disent que voilà, aller voir un psy, c'est comme aller voir n'importe quel autre médecin. En gros, tu as un problème, tu vas voir un médecin. Exactement, c'est la personne adéquate à la situation. Quand tu as une grippe, c'est un docteur. Quand tu as un physique, c'est un préparateur. Ben, quand tu as quelque chose mentalement, il ne faut pas le voir que d'une manière négative. Ça veut dire que ça peut être pour tout simplement un développement personnel t'élever. Donc un psy peut être bon pour des problématiques qui peuvent être très profondes, ou même, tu n'as pas besoin pour moi d'avoir quelque chose de grave, ça peut être positif, mais dire voilà, je sais pas, je réagis sur ça, est-ce que tu pourrais me mettre des mots sur quelque chose, et à partir du moment où tu as de la compréhension, ça te débloque quelque chose. Après, pour certains, ça peut être une personne extérieure, pour certains, ça peut être à travers le couple, pour certains, ça peut être un psy, en tout cas, je pense que la première des choses, on a besoin de parler et de communiquer. Ça c'est important. Moi j'y suis en plein dedans, c'est-à-dire que tu claques pas des doigts et tu finis pas une carrière comme ça c'est sûr et certain. C'est pas possible. Quand tu as travaillé 20 ans à être le plus obsessif possible, à aller chercher quelque chose de très profondément, à faire des sacrifices sur les moindres choses, t'arrêter du jour au lendemain comme ça relèverait peut-être une plus grosse pathologie si tu y arrivais. C'est quoi dire en rigolant, hein, mais c'est pas si facile que ça. Ouais, parce qu'en gros, on pourrait se dire que la transition, elle a été naturelle, vu que tu faisais déjà des camps d'entraînement avant. Et que du coup, à un moment donné, je fais déjà les camps d'entraînement, donc je vais basculer dedans et que ça peut se faire naturellement. Mais tu as toujours ce truc en toi, quand tu vois des compétitions, tu te dis, j'aimerais bien savoir... Ah oui, je suis toujours dans le milieu, mais quand tu vois des jeunes pratiquer, tu as envie encore de pratiquer avec. Là, par exemple, je sors d'un stage de ce week-end, tu as envie de faire avec eux. Mais je te rassure que quand je fais, je dis, ah ouais, j'ai 40-45 ans maintenant. Mais j'ai envie de remettre Sans physiquement, ça tire. Ouais, la récupération, le cardio, même avec le Covid, j'ai l'impression que les poumons ont été touchés. Et pendant que je fais, ça va le cardio, mais c'est dès que je m'arrête, j'ai du mal à respirer. Dès que je m'arrête, je vois qu'articulairement, je fais attention aux inflammations. Donc, il y a une carrière qui a été faite. Ouais. D'accord, ok. Dans ta carrière, et même dans l'après-carrière, du moins après au niveau même des prépas que tu as pu faire, des combattants que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y en a vraiment qui t'ont impressionné, tu t'es dit, celui-là, c'est un animal? Tu vas avoir des gens qui t'impressionnent. Après, voilà, ça va dépendre sur quoi. Il y a des gens qui m'ont impressionné intellectuellement, d'autres physiquement, d'autres l'humilité, ainsi de suite. Donc, ouais, j'en ai eu. Dans les gens les plus connus, forts, avec qui je me suis entraîné, José Aldo. Vraiment un grand champion, et quand t'es avec, c'est normal, quoi. Tu vois, si je rentre dans la pièce, hey, Thomas, salut, truc, alors qu'il peut être en interview et tout, c'est-à-dire que vraiment très accessible, normal en fait, naturel, j'ai envie de dire populaire, ça veut dire que ça peut être un grand champion et faire quelque chose de très poussé au monde, mais quand il est avec des gens, il sait qu'il est parmi des gens, quoi. Il fait partie d'eux même. Donc José Aldo, je trouve vraiment simple, et vraiment moi j'ai kiffé cette personne-là. À l'époque où je tournais avec Galvo, là c'est plus physiquement, on sentait que c'était plus la légende que je voyais en vidéo et je me suis entraîné avec, donc j'ai kiffé. Là c'était plus ah ouais, c'est professionnel, donc faut être stratégique, faut être bien. Donc moi en plus je m'en sortais très très bien, parce que du coup il m'a permis de m'élever dans mon côté professionnel, stratégique et techniquement à devoir être dans l'excellence. Après, dans l'enseignement, mon maître, Roberto Letton, ça veut dire que même aujourd'hui, il est décédé à 83 ans, il y a quelques années, mais je réalise la puissance, peut-être c'est pas le bon mot, mais la puissance d'enseignement, de spiritualité, de force, et par sa bienveillance et de savoir et de connaissance et d'ouverture d'esprit. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des déclics et de me dire, ok, c'est ça qu'il voulait transmettre, ok, c'est ça qu'il dégageait, ok. Il m'a donné vraiment un bel exemple sur plein de choses. Donc voilà, lui, ça va être sur la profondeur, on va dire. C'est vrai que je vois, toi, dans ta manière d'enseigner, il y a une grande partie qui est accordée à l'importance des valeurs humaines, sur le fait d'essayer d'être une bonne personne, et sur la connaissance de soi. Tu es très axé ésotérisme, je t'entendais parler. Pour toi, en gros, d'où ça te vient, cette partie-là, elle te vient de ton coach, ou tu avais déjà ça Je pense, ouais. Je pense que... à un moment, j'ai trouvé le maître que ça m'a parlé. Et je pense, je sais plus comment on le dit, mais on dit que le maître tout son élève son maître. Ça m'a parlé. Je pense qu'on a plein de choses en soi, et qu'un jour tu rencontres une personne qui te révèle quelque chose que tu as en toi. Moi, ça m'a parlé. Ça veut pas dire que le premier jour j'ai tout capté, que ça m'a comme ça, hein, mais c'est venu et ça m'a soulevé, et ça me parlait, et voilà. Sa manière de penser, de faire et tout, tu
tu le sens en moi, mais ça veut pas dire que je copie ces choses. C'est sa mécanique que j'ai, sa manière de penser qui m'a parlé. C'est comme si je te dis, j'ai aimé un écrivain, mais j'écris pas les mêmes livres que lui, mais j'ai aimé sa manière d'aborder les choses. Moi, ça m'a parlé de suite, ça, vraiment. Mais par contre, tout le travail que je fais, c'est pas ce qu'il m'a montré. J'ai mon univers à moi, j'ai écrit mes chapitres, en fait. Il y a quelques trucs, parfois, à lui, que j'utilise, parce que mais c'est sa mécanique, sa manière de penser qui m'a beaucoup aidé. Je pense que et c'est pour ça que je suis pas beaucoup dans les détails techniques en compétition ou dans l'enseignement ou tout. C'est parce que, et encore plus dans l'enseignement, comme dans le stage que j'ai fait ce week-end, c'est que je pense que quand tu montres une technique, les techniques, elles subissent la mode. Donc tu as une technique là, et s'il se faut, dans 2 ans, elle marche plus, parce que tout est cycle et ça avance. Mais quand tu es dans la profondeur, dans les bases, dans la spiritualité, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, quand il part, tu lui laisses pour des années, voire même une vie, parce que c'est plus profond que ça, une technique, l'influence à mode. C'est pour ça que j'essaie de plus en plus de travailler sur le corps, la biomécanique, la technique. Ça peut être un cycle de mode, tu peux être fort pendant ce cycle de mode, mais quand la mode passe, ton niveau ne colle plus. Et c'est pour ça que certains ont du mal à tenir certaines années. Moi, j'ai pu faire des titres de plus en plus à 38, 39 ans, j'ai été numéro 1 mondial IBJJF en classement, j'ai été encore finaliste à DCC, médaillé à 41 ans, champion d'Europe IBJJF à 39 ans, je crois que je suis le dernier champion d'Europe IBJJF, je suis le dernier finaliste français à DCC. Et si je dis ça, c'est que parce que j'ai eu une approche sur les bases et la biomécanique, qu'on se rend compte que l'âge, tu peux continuer. Je suis pas influencé par les modes. Tu vois, même si un jour je peux perdre un match par une nouvelle technique à la mode, ça c'est l'effet surprise et ça arrive. Mais donc du coup, je me rends compte que même si les jeunes sont pas prêts à tout comprendre maintenant, c'est pas grave. J'aime ce que je fais. Eux, ils sont venus vers moi, donc je donne ce que je suis. Si j'ai 40 personnes, ils ont un niveau de perception et de compréhension chacun différent. Je ne vais pas m'adapter à tout le monde pour essayer de tout. Non, je balance mon univers. Il y en a qui vont le comprendre maintenant, d'autres un peu après, et d'autres peut-être plus tard. Mais là, je pense que la chose la plus importante, c'est de jouer le jeu, d'être toi authentique. Certains peut-être ne comprendront jamais, mais de temps en temps, je reçois un message, il fait Thomas, merci pour ce que tu as fait, ça m'a parlé. Parfois des messages de 3 ans après. Donc je pense que c'est ce que m'a laissé mon maître et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et je pense que c'est la passion, la bienveillance que tu balances, et après, laisse faire les autres. Certains, ça parlera, d'autres non, tu vois. C'est vrai que si tu montres une technique, ramène le coude, fais ça, tape, là, tu as un taux de réussite dans 5 minutes, là, Kimura, tout le monde l'a fait, quoi. Mais quel impact ça sur le jeu de la personne sportivement? Quel impact ça sur l'approche de combat? Et quel impact ça sur, au-delà du sport, quand tu sais que tu as 100 personnes sur un tatami, tu en as un peut-être qui va faire la compétition et qui va rester quelques années. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas un peu truc un peu plus avec un peu de recul, c'est le sport avec le mental et son approche, et tout simplement de devenir un peu meilleur, de s'évoluer, donc de faire comprendre le corps, de faire comprendre la force de la tête, et ainsi de suite. Et je dirais même, plus j'ai pris d'années d'expérience, plus j'essaie de dire vous venez pour apprendre le sport, et c'est bien le sport, il y a beaucoup de force sur le sport, mais regardez ce que vous avez comme force à l'extérieur, et faites des liens. Il y en a qui sont très forts sur le tapis, mais qui ne sont pas forts socialement. Il y en a qui sont très forts socialement, ils ne sont pas forts sur le tapis. Mais est-ce qu'on peut dire à quelqu'un à qui on peut dire tu peux pas être bon de l'autre côté? Tu peux transférer. Toute grande chose, c'est 2 choses. Toute grande chose, Da Vinci ou autre disait quelque chose qui se crée, c'est 2 choses qui se fusionnent. C'est le principe des molécules, ainsi de suite. Donc, toi, tu es avocat, tu viens faire le grappling, regarde, tu as ça de fort chez toi, il y a ça de fort ici, viens, on essaie de fusionner. Et c'est ça que j'essaie de faire aux gens, de cuisiner, de les aider à se révéler plus que d'apprendre une technique. Donc peut-être que c'est ça qu'on sent un peu sur le tapis. Et je suis même conscient, pour finir ce sujet, c'est que parfois je vois les regards des gens qui comprennent pas tout, tu vois, et j'en suis conscient. Et j'ai pas de culpabilité ou de taux à satisfaction pour plaire, tout le monde, pas du tout. Je balance, je verrai comment ça résonne en vous. Après, il y a aussi le fait que le message, il peut parler à certaines personnes à ce moment-là, ou même pas forcément à ce moment-là, ça peut parler à certaines personnes et pas d'autres. Et peut-être qu'ils trouveront quelqu'un qui saura leur faire passer le même message, mais d'une autre manière, tout simplement. Ouais, parfois même, je reprends le même discours que certains professeurs, mais je le donne d'une autre angle. Quand c'est en plus quelqu'un qui a peut-être un peu plus de CV parfois, ou même quelqu'un qui le répète, dit « Ah ouais, il a raison », donc ça remet une couche. Donc après, ok, donc c'est vraiment peut-être important. Donc, et comme tu dis, c'est une question de temps. Ce qui ne résonne pas à la personne aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne me parlera pas dans 2 ans, parce que c'est seulement son niveau de perception. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler des RASCamp? Le RASCamp, c'est un camp d'entraînement que j'ai vers chez moi, dans la campagne. Et justement, c'est
Je pense que ça colle très bien pour moi. J'ai enseigné dans des clubs. Moi, je l'ai fait déjà pendant 15 ans pour vivre de ça, comme j'expliquais. Donc, j'étais prof assistant et tout. Et après, quand j'ai mon CV, ben, c'est un peu le miel et les abeilles, ce qui fait partie du jeu. C'est-à-dire, quand j'ai des CV, il y a des clubs qui m'ont demandé, viens, on te donne le temps, un truc. Et donc, ça, c'est bien. En premier temps, tu te dis, OK, mais je peux en vivre parce que grâce à mon palmarès, je peux enseigner. Je me suis rendu compte que ça me desservait, en fait, parce que le club, ce qui est normal, ils ont leur objectif business. Toi, tu as ton objectif enseignement carrière. Donc, ce qui t'a relié, c'est ton CV et l'intérêt qu'il pourrait ramener de nombre d'abonnés. Et toi, rapidement, tu dis, mais je veux pas enseigner. Tu vas te demander à faire ci, à faire ça et tout. Et je me suis senti devoir donner quelque chose qui plaît aux gens plutôt que de continuer à développer mon enseignement. Donc, j'ai inversé le sens de l'enseignement. Je fais que des stages. Je viens chez moi, venez dans mon Rascamp. Mais quand vous venez chez moi, c'est vous qui êtes venu à moi. La meilleure chose que je peux faire envers vous, c'est de faire mon univers. Et de vraiment tout donner. Et je sais que ça va généralement bien se passer parce que vous avez déjà fait la démarche de venir vers moi. Alors que quand tu viens dans un club, tu viens pour le club, et tant mieux qu'il ait un bon prof, mais souvent quand même on vient aussi pour le club. Pourquoi ? Parce qu'il est proche de chez moi, c'est un critère très important. Donc s'il est proche de chez toi, et en plus que tu as un prof, bien, c'est cool. Mais ça veut dire que moi, ça me dérivait de mon enseignement, et au bout d'un moment, et de l'objectif que je pouvais avoir entre le club et moi, ça pouvait créer même des conflits, donc je pouvais comprendre ce qu'il disait, c'est que j'allais dire non, je suis pas d'accord, mais je comprends au fond ce qu'il dit, parce que moi, je veux aussi défendre mon enseignement et ma pédagogie. Donc le Rascamp me permet de continuer à entraîner des heures et des heures mon enseignement. En fait, si tu viens, en ce moment, je travaille peut-être quelque chose, le contact dominant ou autre en ce moment, parce que c'est mon délire et c'est ce que j'ai envie de continuer à évoluer. Donc, quand tu vas venir à ce moment-là, je vais travailler ça. S'il faut, tu viens 6 mois, j'ai un autre truc que je prononce. Mais c'est toujours dans ma manière de combattre, en fait. Et moi, je me sens continuer encore à me sentir élevé. Donc, le plus important, je pense que c'est l'énergie, la passion que tu dégages. Et quand tu as un élève qui vient vers moi et qui dit putain, Thomas, il a fond, il te pousse et tout ça, on sent l'énergie, c'est normal parce que la manière dont je suis aujourd'hui, je sens que je suis bien à ma place, je suis rempli d'envie en fait. Donc, le Rascamp, c'est ça. Et le Rascamp, c'est des tatamis. Et ce que j'aime, c'est on prend le temps, on peut parler, c'est des tentes autour d'un tatami. Une journée classique du Rascamp, ça se déroule comment ? C'est sur combien de temps En fait, généralement, c'est là où je vois qu'il y a l'habitude d'une société, d'un fonctionnement écolier, on va dire. La première question que les gens me posent, c'est à quelle heure on commence, et c'est là. Alors moi, je suis un peu obligé de répondre, normalement à 10h, après le troisième cours à 15h, le troisième cours à 19h. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est dans la base, on devrait faire ça, mais... Moi, j'enseigne pendant 3-4 mois d'affilée. Donc, s'il se faut un jour, on va faire un jour très fort, ou 2, après on va devoir relancer. Parfois, je vais dire, regarde, je fais beaucoup de ressentis. Donc, quand je sens que je vais pousser la machine qu'il faut, que j'ai envie, que je sens que je peux en face, je pousse. Si je sens qu'ils sont fatigués, je relâche. Donc, ça peut être 10h, comme 9h, comme 11h, tu vois. Je pense que c'est plus important de sentir les gens et de sentir quand c'est qu'on peut les pousser un peu plus et quand et tout, en structurant un minimum, que de s'attacher à l'heure au rendez-vous à 9h et de faire un truc, tu vois, platonique, quoi. Donc le Rascamp, de base, on s'entraîne à 10h, on devrait reprendre à 15h et un troisième cours à 19h. Il pourrait presque y avoir un quatrième cours, on peut peut-être faire un jour avec seulement 2 cours. Ça peut être des cours d'1h30, mais ça peut être un cours de 3 heures, ça peut être une cours de 30 minutes et après aller repartir vous reposer. Et c'est ça, cette liberté qui te laisse du coup à être dans un plein potentiel de ton enseignement et non l'enseignement bridé par rapport à ce que les gens attendent. Donc ça peut être un jour physique, un jour mental, un jour technique, un jour sparring, un jour autour d'une table à stylo-feuille. Et en plus de ça, ce qui est top, on a de l'énergie à côté. On passe peut-être 5 heures sur le tatami par jour, mais on en passe 3-4 tours à papoter, les gens s'échangent, la table, parfois je mange avec eux. Parfois on se met des combats, on papote, et on se rend compte qu'il y a peut-être même encore plus de richesse et d'enseignement autour. Par exemple, un truc qui est vachement intéressant que j'ai senti au Rascamp, c'est que les jeunes, ils pensent on est un peu France, pays des clichés, la France, il y a beaucoup de bonnes choses, mais parfois on est quand même très cliché, tu vois. Donc quelqu'un de dur, on croit qu'il est dur tout le temps. Non. Et là, ils ont eu plein de grands champions au Rascamp, il y a quasiment 20 intervenants, ça fait dire beaucoup de monde et tout. Et ils se rendent compte que, ils peuvent être durs, mais très marrants. Ils peuvent être durs et cool, se reposer. Et tu vois, et on se rend compte qu'il y a une force et d'autres manières d'être extérieures, et pas dur et dur tout le temps. Ça faut faire attention aux jeunes, quoi. Il faut leur montrer aussi. On est dur, mais pas forcément tout le temps. Au bon moment, c'est différent. Ça, c'est important. C'est comme tout à l'heure, ce qu'on parlait avec la psychologie. Je peux être champion du monde, mais j'ai des faiblesses. J'ai été champion du monde, mais j'ai pleuré. J'ai été champion du monde et j'ai douté.
Et j'ai été champion du monde, et vous croyez qu'aujourd'hui je suis encore fort sur tout? Non, non. Il y a des sujets sur lesquels je suis fort, et des sujets pour moi encore délicats. Je suis un homme. Donc quand tu fais des entraînements, tu as le droit de douter, tu as le droit de pleurer. Mais par contre, trouve le moyen de continuer en avant, de t'élever. Et chacun son rythme, chacun sa réaction. Mais on est très système écolier, ça veut dire qu'on fait un test physique et maintenant on te juge t'es bon et t'es pas pris à l'équipe de football, de basket et tout. Alors que s'il faut, on se rend compte, par exemple, Wenger expliquait que les plus grands sportifs, c'était des gens motivés en endurance. Constant. Ouais, et pas, donc du coup, parfois un mec était bon sur le moment, s'il se faut, c'est un mec abandon dans 4 ans. Mais physiquement, sur l'instant T, c'était le meilleur. Donc, c'est pour ça que, par exemple, des camps d'entraînement comme ça, où on a le temps de se dévoiler et tout ça, on est moins séduit par le mec à 4 abdos et qui apprend très vite en 2-2. Moi, le mec apprend une technique en 2-2 qui fait, tu dis, ouais, c'est pas mal, c'est bien. C'est pas ça qui va me faire croire que t'es bon, hein. Il faut beaucoup plus que ça. On va parler de long terme, une carrière. Donc, il ne faudrait pas être séduit à court terme. Et c'est ça, le Rascamp, c'est du partage. Par exemple, tu vas dans un cours, dans un club, donc le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté, c'est que dans un club, ben, tu as 1h30, merci, au revoir. Mais tu vois pas vraiment les facettes, en fait. Moi, j'ai fait ça 20 ans, on voit pas vraiment les facettes. Le Rascamp, quand tu passes un mois avec un gars, je te jure que quand il y a un chelou, tu t'aperçois qu'il est chelou, tu vois. Ou une particularité vraiment atypique, tu la vois. Ça peut être qui tout double. Putain, il a vraiment une particularité, je te jure qu'il est intéressant, celui-là, là. Là, t'as vu, c'est un artiste, mais je te jure que je suis sûr que j'en fais quelque chose de lui. Ou voir parfois le mec que tu voyais en club 1h30, tu voyais jamais rien, tu es toujours habillé, merci, il se fondait dans la masse. Mais tu sais, par exemple, quand on dit qu'il y a 1% de psychopathes sur 1 sur 100. Plus tu montes dans les hiérarchies, dans les entreprises, tu arrives à 1/10. Ouais, mais ça, tu le vois pas forcément si on te laisse pas le temps, tu vois. Et par exemple, nous, on rigole au Rascamp parce qu'on a eu 300 personnes au moins dans l'été, et parfois on en a eu le 1 sur 100, tu vois. Et souvent, c'est con, mais on voit la personne qui commence à s'isoler, et c'est un des signes pour montrer que, tu vois. Donc ça, tu le vois pas, hein, cours 1h30, le mec fait 1h30, et là, tu le vois comme tout le monde. Mais quand tu as un camp d'entraînement de 3, 4, 5, 6, 7 jours, tu sais, tu vois la fatigue qui se cumule, tu vois le confort qui est pas là, tu vois qu'il faut repartir, tu vois, il y a des choses qui sortent. Et ça, c'est intéressant, je trouve, les camps d'entraînement. Entre guillemets, les colonies de combat, ça dévoile beaucoup de choses. D'accord, les Rascamp, ça dure 1 mois, donc. Moi, j'y suis 3-4 mois. 3-4 mois. Donc, les gens peuvent venir. En fait, les gens, ils viennent à la durée qu'ils veulent sur Exactement. D'accord. Moi, je fais la formule au jour. Plus ils viennent longtemps, plus je fais des tarifs longue durée. Mais il y en a qui sont venus 1 mois, 2 mois, d'autres 2 jours, 1 jour, 4 jours, 1 semaine. Ils choisissent, en fait. Il y en a, ils sont venus 3 fois dans l'été. Ah ouais. Ok, c'est intéressant. Vraiment intéressant. Et ce qui était intéressant en plus, c'était que ça venait de Tahiti, du Canada, de Suisse, de Belgique, du Nord, du Sud. C'était chouette. Et ce qui était bien, c'est que tout le monde s'est changé le numéro de téléphone. Ça, j'ai kiffé. Parfois, dans certains trucs de management, tu vois, les mecs qui font attention à pas donner le contact là, c'est mon contact, c'est mon ci, c'est mon là. Ouais, échangez-vous le numéro de téléphone. Et parfois, j'ai vu un mec qui est reparti chez lui. La semaine d'après, je l'ai vu dans le club d'un coach qui était là. Je dis, mais c'est mortel. Et la semaine d'après, il est revenu, il est rentré à l'INSEP en LUL avec l'équipe de France qui est venue parce qu'il est venu. Je dis, ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que ça a fait faire une rencontre et ça a ouvert des portes et tout. Sincèrement, c'est la plus belle chose que tu peux faire en sport. Les médailles, on les laisse dans un placard. Moi, j'en joue des médailles et tout ça parce que les jeunes, ils ont les yeux qui brillent. Donc, c'est une accroche pour ensuite permettre à écouter, à transmettre ton expérience. C'est un CV. Mais la plus belle des choses en soi, c'est quoi? C'est pas dire hey, j'ai gagné la médaille. C'est de voir que grâce à ça a permis qu'on t'écoute et que quand tu as ouvert des portes, les gens, il y a du réseau qui se fait. Mon père m'a toujours dit la vie, c'est du réseau. Donc il faut des amis professionnels et des vrais amis, mais c'est le réseau. Donc tu verras que ta qualité de ce que tu vis, c'est ce que tu vas tisser en fait. Donc le Rascamp, en résumé, s'il peut aider à faire des rencontres même internationales, moi c'est vraiment, franchement, c'est pas pour faire blabla. Hein. J'ai kiffé quand j'entends des gars dire ouais, je te jure, on va venir à Tahiti te revoir et tout. Le Canadien qui va à Tahiti, qui est venu au Rascamp. Tu dis mais c'est un truc. Il y a même des mecs qui me disent en rigolant, ils disent attends, le mec du Canada, il s'entraîne à Tristar, il est venu à Vendôme. Qu'est-ce que c'est? Et je dis oui, il est venu pour s'entraîner ici. Et il revient l'année prochaine avec d'autres gars. Donc pour moi, c'est signe de réussite. En tout cas, ça donne envie, hein, une colonie de fighter. Une colonie de fighter, ça donne envie, hein, purée. Ok, d'accord. C'est en un mot, enrichissant. Ok, pour s'inscrire, il faut aller sur ta page Insta. Ouais, mais là, c'est de juin à septembre, mais à partir de février-mars, je relance les inscriptions. Ouais. D'accord, ok, c'est noté.
Bon, on va parler un peu plus de MMA de manière classique. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses du MMA en France? Déjà, le niveau global et du point de vue des organisations existantes, tout ça. Niveau global, bon. Rien d'étonnant. La France, vraiment avec du recul, la France a toujours été un bon pays dans le sport de combat. Toujours. On a toujours été bon. Maintenant, la place, on monte dans le ranking, on va dire, ben parce que ça fait pas longtemps que c'est légalisé, ce sport-là. Donc, même moi, mon début de carrière, j'étais pas grappleur, je pratiquais le MMA avec Anthony Rea. J'ai fait des combats, moi, de Pancras, qui était à l'époque. J'ai fait une dizaine de combats. J'étais 9-1. Et après, quand j'avais fait champion de France, j'ai eu une petite fédé, FSGT et tout, c'est vrai, mais et après là, c'est dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait que je continue? Je me suis mis vers quelque chose que j'aimais le plus, ou je me suis posé une question, est-ce que je vais aller vers la MMA ou le grappling? Et moi, non, c'est le grappling que j'aime, le cœur. Donc j'ai continué en grappling, mais j'ai commencé par le MMA, donc je l'ai connu à l'époque avec des grands pionniers comme Anthony Rea. On voit tous, je pense, clairement un changement à partir du moment où c'est légalisé. Donc effectivement, avant, les Français qui étaient avant, je pense que les Français qui étaient à l'UFC avant, c'était un UFC vraiment d'un calibre beaucoup plus dur pour y rentrer et pour y faire sa place et un ranking. Aujourd'hui, on voit l'UFC qui a une démarche de développer des zones, des pays. Hein. Quand on voyait qu'ils développaient le Brésil, ben, tu avais les ceintures au Brésil, José Aldo, Anderson Silva et tout. Quand tu vois ensuite qu'ils voulaient développer l'Europe, ben, ceinture Bisping, Connor, Johanna. Quand tu vois qu'ils veulent développer un endroit, tu le sens, quoi. La France, ben, il n'y avait pas de business, entre guillemets. Ben, les Français, ils faisaient que des combats durs, ces gens-là. Donc c'était pour moi des vrais guerriers. Aujourd'hui, c'est des bons guerriers, mais on voit que quand même, là, ils veulent développer le business en France. Ça se légalise, boum, on en a 4 presque dans le top 15, presque, tu vois. Donc ça, c'est aussi, on voit l'intention du business. Et ça veut dire aussi qu'on est bon combattant, parce que t'es pas top 15 si t'es pas bon. Donc ça veut dire qu'on a toujours eu des bons combattants. En plus, je pense que la génération jusqu'à aujourd'hui, c'est des guerriers, parce qu'ils ont dû faire leur place. Et ceux qui combattent aujourd'hui, c'est des gens qui combattent depuis des années, donc avant que ce soit légalisé. Maintenant, le ranking, je pense qu'on va continuer à monter. Ensuite, au niveau des organisations et tout, je pense que ce qui nous manquait, là où il y a des choses qui vont se régler, parce qu'à partir du moment où ça a explosé, ben, t'as du bien et du pas bien, t'en as qui essayent de bouffer le truc, t'en as qui essayent de contre-équilibrer en disant non, 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 on n'est pas d'accord, voilà, et après il y a des partis ici et là et tout, ça va se régler. Et je pense qu'il est faux parfois, malheureusement, ces histoires pour que ça se règle, que voilà, il faut faire des erreurs, il y en a qui, moi je vois beaucoup de mensonges, je pense qu'au bout d'un moment, il y en a qui vont mettre 4 vérités, et les mensonges vont se calmer parce qu'ils vont comprendre qu'ils ont plus à perdre que de gagner à un truc, il y a de la manipulation, etc. Mais au bout d'un moment, je pense que ça va se faire, ça fait partie du business, ça fait partie du truc, et tout le monde va faire sa place aussi. Donc il y aura différentes manières de faire. On le voit en tant que coach, on le voit en tant que combattant, on le voit en tant qu'organisation. Mais si tu prends du recul de tout ça, c'est beau. Il y a de plus en plus de combattants de styles différents. Tu as des réussites à différents niveaux, c'est comme ça, tout le monde ne peut pas être numéro 1, ça serait chouette, mais impossible. Moi je trouve qu'il y a des organisations qui sont chouettes. Toutes les organisations pour moi aident le développement du MMA. Donc je trouve que le MMA français est comme ça. Voilà, avec tous ces points positifs et négatifs, c'est très très bon signe. Je pense qu'on va l'avoir, la ceinture de l'UFC par exemple. On voit aussi qu'il n'y a pas que l'UFC. À ton avis, ce sera qui l'aura en premier? Ouais, je sais pas, il y en a des proches. Après, tu sais, l'UFC, est-ce qu'on peut comprendre la logique de l'UFC comme ça? En plus, voilà, moi, je connais le MMA, je suis un grand public du MMA, tu vois. Et en plus, si dans le MMA, moi j'ai un sol qui est adapté au MMA, et voilà, mais après, moi je connais pas, je suis côté grand public dans les analyses, les pronostics et le management, et la logique de ce qui va se passer à l'UFC et tout. Même certains, ça va choquer, les faire rigoler, mais moi j'aime bien parfois écouter les gens spécialistes, comme des mecs comme Fernand Lopez, parce que c'est des mecs forts dans leur domaine, et il y a des choses à apprendre. Donc voilà, c'est de ces gens-là qu'il faut écouter sur ce côté-là. Moi je suis grand public sur les organisations. Moi, je vois juste qu'il y a de l'évolution. On va pas dire, il y a 5-10 ans, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, ça y est. Et franchement, toutes les organisations apportent quelque chose, tu vois, sincèrement. Peut-être une ou deux où c'est des choses un peu bizarres qui arrivent, je ferai pas de polémique, mais est-ce qu'il le faut même? Peut-être ça va avancer des choses, tu vois. Les matchs un peu bizarres, influenceurs qui sont arrivés récemment, qui devaient se faire soit à l'arrêt, ceux qui s'en fait truc. Je sais pas, franchement, en premier ressenti, j'ai dit s'il y a des choses bizarres, est-ce que ça va pas apporter quelque chose? Faut voir peut-être avec du recul, on va voir. Mais Parce que tu vois, typiquement, ça c'est un sujet justement, les combats d'influenceurs, c'était un sujet que je voulais aborder. En fait, par exemple, je me rappelle, j'en parlais avec mon collègue, on parlait par exemple de Jake Paul. mm, Jake Paul, quand il est arrivé, au début, il se tapait avec d'autres influenceurs pour
pour tout le monde à peu près, c'était une blague, c'était du divertissement, c'était voilà, sans plus. Puis il a commencé à prendre des combattants de MMA. On se dit, ouais, bon, c'est des vrais combattants quand même, ils vont faire quelque chose. Bam, les mecs ils se mangent des KO. Donc on commence à dire, ah, peut-être qu'ils sont payés, peut-être qu'ils acceptent de se coucher, ou on sait pas trop. Puis après, je crois qu'il avait affronté le cousin de Tyson Fury, là, je crois que c'est Tony Fury. Tony Fury il finit par gagner au point, donc, mais c'était le premier vrai boxeur qui prend vraiment, quoi. Mais en fait, et là, du coup, il va combattre contre Mike Tyson. Et pour moi, ce combat-là, dans tous les cas, de toute façon, en termes d'image, pour moi, Jake Paul, il est perdant dans tous les cas. Si tu gagnes, t'as frappé un vieillard que tout le monde respectait dans le milieu. Si tu perds, bah, t'as perdu 2 fois. Ouais, je comprends ce que tu dis et je le pense aussi. Ouais. Mais au final, quand même, Jake Paul, ce que je lui reconnais, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend la boxe au sérieux. Il s'entraîne vraiment. Et en termes de niveau, il progresse. Là, récemment, j'ai vu, il y avait le combat de Seb Daddy contre je sais plus qui. En termes de qualité de combat, c'était pas ouf. Ah bah, ça va pas se mentir. Je vais prendre la position du passionné, et après je vais prendre peut-être la position de l'autre point de vue. Il faut essayer de se mettre à votre place et tout, avec mon niveau de compréhension et de perception. C'est pas mon métier. Hein. Si tu es passionné, tu dois jamais mettre des mecs comme ça qui ressemblent à un combat de rien du tout, d'un mec qui fait son premier combat en main event après des pros. Si tu es de l'autre côté, par exemple ce que disait Guillaume Pelletier, et il a raison de dire que c'est un mec qui veut, il a envie de s'entraîner, je le vois s'acharner, pourquoi il ne donnerait pas sa place? Totalement raison. Moi demain, si tu es ceinture blanche et que tu veux, je vais de base tout faire pour que tu avances et compagnie, mais je te mettrai pas en main event. Tu vois, c'est juste ça, moi, et c'est le côté passionné, tu peux pas, tu vois. Greg MMA que je kiffe, c'est une personne que j'adore et trucs. Je comprends l'importance qu'on veut, ça mène des followers, mais je sais pas comment te dire. Pas en main event. Par contre, il amène la lumière, il aide à développer le sport, ainsi de suite, mais mets-le en co-main event et mets derrière un vrai pro, et c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que la lumière d'un influenceur peut aider à faire connaître, normalement, si tu aimes ton métier, ton respect, les vrais combattants. Et là, en fait, tu t'en fous presque. Tu le mets avant, on le voit pas, on voit que le truc. Et ça, c'est pas mon respect. L'influence peut amener des choses. Mais utilise-la pour double sens. OK, pour développer ton économie. OK, pour développer ton organisation. OK, pour développer ton milieu. Et OK, pour faire connaître un vrai combattant qui manque de lumière. J'ai l'impression qu'on passe du coq à l'âne sur certains trucs, c'est-à-dire que tu as des très très grands combattants qui ont tapé la carrière dure et ça, et qui passent même pas 1 heure pour faire du marketing, se faire connaître. Moi, par exemple, quand j'ai fini ma carrière, et c'est ça qui a fait qu'après je me suis mis un peu sur le truc, c'est que j'ai fait beaucoup de combats, et quand j'ai fait des titres, on me disait presque c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est pas possible qu'il a fait ça, parce qu'il n'est pas connu. Donc, tu vois, si t'es pas connu, ça discrédite ton truc. Non, tu peux être dans l'ombre, faire des grands titres, et ne pas être trop connu. Et là, on passe de l'autre côté. On passe de toute la lumière avec un mec avec OCV. Et j'espère que ça va mener à faire comprendre, au final, c'est pas pour faire des polémiques, mais de dire, tu peux pas faire que des combats et pas travailler aujourd'hui dans une société où le marketing et la visibilité est très importante. Tu vois, moi je pense, et même je le conseille, quand vous avez 12 entraînements par semaine, lâchez-en un pour toutes les semaines, considérez 1 heure sur la visibilité, les réseaux, une réunion avec ton équipe de marketing. Parce que sinon tu as ta matière, mais tu vas jamais les vendre. Et à l'inverse, l'influenceur, ok, tu as la visibilité, mais d'un coup, on te met... non, on devrait lui dire, t'as l'influence, tu vas amener quelque chose sur le réseau, on peut négocier en off l'argent, un truc que tu mérites parce que tu as amené des choses, mais est-ce qu'on ne devrait pas le mettre peut-être en prélim ou en début de main card, tu vois, avec le respect que tu dois avoir pour ton propre sport. Ça, c'est mon opinion, peut-être d'un point de vue passionné, tu vois. Donc, je pense qu'il y a du bon, je pense qu'il faut le régler. Ah, c'est important ce que tu as dit, je trouve, sur l'aspect développement du MMA et apporter la lumière. Par exemple, sur un tout autre sport, au football, récemment il y avait des polémiques par rapport à Didier Deschamps. Les gens ils disaient que l'équipe de foot elle produisait pas du beau jeu et tout. Et il avait dit ouais si les gens ils aiment pas le spectacle qui est proposé, ils ont qu'à regarder autre chose. Et il y avait Kevin Diaz, un journaliste de RMC, qui faisait remarquer, il disait récemment il y a eu un match d'influenceurs, un match de foot entre influenceurs en Espagne, dans un stade. Donc le stade il y avait du monde, c'était pas plein mais il y avait du monde. Mais ils ont fait 1 million de téléspectateurs avec ce match-là. Et
et il faisait le comparatif avec le match qu'il y a eu, c'était France-Israël. Il disait le comparatif, c'est que France-Israël, il y avait eu 4 millions de téléspectateurs. Avec des mecs qui sont professionnels, qui jouent au foot, ça fait 20 ans et tout. 4 millions de téléspectateurs, 1 million de téléspectateurs. Donc je pense qu'en termes de promotion d'événements, de sport et de divertissement, je pense qu'il y a quand même un petit truc à prendre du côté des influenceurs. Bien sûr, et je pense que même les combattants, et moi j'ai fait partie d'une carrière de combattant, donc je pense qu'on a du mal à comprendre cette logique, parce que le spectacle prend une place de plus en plus, donc c'est sûr que les gens que c'est leur métier, comme les managers et autres, le comprennent plus, cette logique. Mais je reste quand même si ça va sûrement se modifier dans les années, je reste quand même persuadé dans ton exemple que quand on s'attend à un événement, et pour l'instant je pense que quand on va voir un événement de combat, on s'attend quand même à des combats de quelque chose, et non un combat que tu peux trouver demain à la rue. Donc par exemple, je verrais mal un match de football d'influenceurs ou de stars juste après la finale de la Coupe du Monde. Imagine, t'es à la finale de la Coupe du Monde, et juste après, maintenant, les influenceurs. Et c'est vrai que c'est intriguant, parce que pourquoi on le regarde? On couperait la télé au football, tu vois, ou on regarderait vite fait, c'est sympa, j'ai vu l'autre taper la balle, oh il a mal vieilli lui, tu vois. Mais on voit quand même qu'il y a le sérieux et qu'il y a le divertissement. Maintenant, on est du spectacle, donc c'est quand même intéressant qu'il y ait ce spectacle-là. Mais même moi, je suis en interrogation sur ce sujet-là, quoi. J'observe, j'ai une opinion, mais qui est prêt à changer, parce que j'ai envie d'entendre des vrais professionnels parler de ça, quoi. Mais d'un côté, je vois aussi les réactions quand même de notre milieu. Il faut les prendre en considération. C'est pas très bien pris généralement, tu vois. Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est parce qu'on est fermé, on n'est pas prêt à ça? Ou est-ce que c'est un mal fait? Je pense que par contre beaucoup de choses, il faut laisser le temps, on va voir comment ça se passe, et voilà. Moi, je reste quand même persuadé que le haut niveau doit rester au niveau. Oui, l'influence ou autre chose, par exemple dans ton entreprise, tu as une organisation, une entreprise de restaurant, d'accord, pourrait t'amener un sponsor et t'aider à faire l'organisation. Mais imagine, on s'en fout de ton main event et à la fin, allez, paella, couscous, on y va, priorité, c'est le truc, allez, asseyez-vous, le numéro 6. Tu fais, qu'est-ce qu'il y a, une tombola? Oui, mais le combat, qu'est-ce que c'est? Là, tu dirais, je parlerai au directeur, j'ai fait, c'était bien ton sponsor, ça pouvait booster ton organisation, tu vois. Mais là, le sujet principal, il est dérivé. C'est ça, moi, que je pense. Parce qu'après, je suis sportif, donc je reste sur le combat. Maintenant, si tu es, et je ne développerai pas parce que c'est pas mon domaine, si tu es manager et que ta priorité, c'est l'argent, la visibilité et autres, il a sûrement raison de faire certaines choses, peut-être. Après, c'est pas tous les... On va dire, c'est pas tous les managers et promoteurs qui sont, on va dire, axés sur la beauté du sport et le... C'est deux univers différents. Et parfois, tu sais, il y a des choses qu'on n'accepte pas et qu'on se rend compte avec le temps, peut-être qu'ils avaient un peu raison. Moi, je pense que ça va se régler. Il faut que ça se règle. Le sport, c'est du sport de combat, oui, et c'est aussi comme du spectacle. Donc voilà, c'est à voir. Ok. Mais je t'avoue que je les regarde pas, ces matchs. Je ne regarde pas non plus. Mais après, bon, s'ils font de l'audimat... Mais par contre, qui continue, à contrario, je motiverai tous les influenceurs à en faire, parce que si je peux motiver le plus de personnes à venir faire notre sport que j'aime, allez-y, venez tous, tu vois. Et même, pourquoi pas, prendre un café, que tu me donnes des conseils sur le côté influence, et, tu vois, faut être dans l'échange, faut pas être dans la fermeture. Maintenant, je pense, en résumé, je le répète, mais c'est une question de proportion, quoi, c'est tout. Après, de juste place. Par exemple, on va dire les gros événements qu'il y a eu dans le MMA, par exemple, à l'échelle de l'UFC, bah, c'est McGregor. Et il était grave dans le divertissement. Je crois un des combats qui m'a le plus hypé. Pourtant, j'ai envie de te dire, c'est un peu moche ce qui s'est passé autour, mais le combat contre Khabib, pour moi, c'est incroyable. Il te met une pression, une chair de poule, une boule au ventre, parce que toutes ces histoires, ça t'a amené dans un truc que tu vis, t'es impliqué. Et je trouve que c'est là qu'il est fort. Et en France, je trouve Cédric Doumbé, là-dessus... Ouais, il est très fort. Il est très fort. Tu vois, réussir à faire un événement où il affronte un gars, des fois, qu'on connaît même pas, mais tout le monde se dit, allez, vas-y, Doumbé, c'est pas ce que je vais aimer en premier, je vais aimer de base plus le respect, ainsi de suite. Il manque pas de respect, je le pense aussi, hein. Mais c'est pas ma manière de faire, mais c'est très fort et il a apporté quelque chose. Je pense juste, comme tout ce que je dis, c'est une question de le gérer, de
de le graduer, quoi. Et je pense que quand il gagnait, comme tout, tu te lâches, et quand tu as perdu, tu te dis, ah ouais, peut-être que je dois régler et tout. Voilà, c'est ni bien ni pas bien. Je pense que, est-ce que ça a apporté des choses au final? Je pense que oui, tu vois. Est-ce que moi j'aime le plus? Pas forcément, tu vois. Mais j'ai regardé les vidéos et j'ai rigolé, hein. Ce serait hypocrite de dire le contraire, tu vois. Est-ce que, du coup, ça te fait pas... Même moi, j'ai fait des vidéos sur mes Instagram un peu marrantes et tout. Est-ce qu'inconsciemment, c'est pas des gens comme ça qui t'amènent à faire un peu plus de trucs? Donc, ils ont raison, parce qu'il s'il se faut indirectement, ils nous ont influencés à faire ça et on voit que c'est important. Tu sais, Cyril Gagne avec le cœur, mais je kiffe. Même, il m'a changé ma perception, où on pense qu'il faut être toujours un combattant plus dur et tout. Ça amène des sujets. Est-ce qu'il faut être le numéro 1 mondial en étant absolument méchant et tout? Est-ce que parfois numéro 2, mais en considérant la famille, les enfants et tout, et t'es bien équilibré, mais t'es numéro 2, numéro 3? Ce qui veut pas dire, ce qu'on parlait, que tu peux être peut-être numéro 1 en étant gentil, c'est pas le problème. Mais... Là-dessus, je te rejoins, je préfère avoir la vie de Cyril Gane que celle de John Jones. Mais oui, moi en tant que compétiteur, j'ai peut-être tout fait de me couper de tout pour être numéro 1 mondial. Et s'il faut être plus méchant, je serai plus méchant, parce que s'il faut qu'on fasse quelque chose pour l'être, on va l'être. Mais ça, c'est le sport, et c'est ce que je dis, on essaie de trouver un équilibre dans un déséquilibre, en fait. Alors que dans la réalité, si tu restes un peu de recul dans ta vie, parce que le sport, c'est que le sport, mais il y a la vie avant, tu te dis, Coco... En fait, moi, quand je me pose une question, c'est une chose, mais ma perception, je pourrais me tromper et tout. Un truc qui est très important pour voir si je suis dans le faux, c'est qu'est-ce que tu feras avec ton enfant? Ah, mon enfant, je dis, attends, faut que je te parle, fiston. Je préfère que tu sois numéro 3, mais que tu fasses attention à ta femme, à tes enfants, à certaines choses, que numéro 1. Si tu regardes, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais John Jones, borderline avec la police. Davis, le boxeur, borderline avec la police. Tyson, la police, ainsi de suite, tu vois. Et il y en a qui ont réussi, tu pourrais donner autant de temps, qui ont réussi dans l'équilibre. Mais par exemple, tu vois, moi je ne serais pas surpris, ça va peut-être étonner certains, que Cyril Gagne, il revienne et qu'il y arrive au bout. Ça aura pris peut-être plus de temps. Il va peut-être devenir un peu plus méchant, mais géré. Mais il n'aura pas déconnecté sa famille, ses enfants et tout. Et peut-être qu'il faudra régler certaines choses. Mais j'en suis persuadé que la période qu'il a, il est en off. Il a perdu parce que peut-être qu'il lui manquait un peu d'agressivité. Ça ne veut pas dire qu'il doit devenir d'un coup méchant. Il va peut-être régler ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'il a lumière depuis 1 an ou 2. Il n'est pas lumière, justement, il est dans l'ombre, je veux dire. J'ai l'impression qu'au niveau du corps, il s'est épaissi. J'ai l'impression que le mindset, il a compris certaines choses parce que je pense que quelqu'un de très intelligent, très travailleur et tout. J'attends de voir Volkov vraiment avec impatience et de la manière dont il va le gagner. Je ne serais même pas étonnant qu'il aille l'amener au sol et le gagner au sol. Gagner, il gagnerait en boxe, mais pour l'UFC, montrer certaines choses et tout. Et je ne serais pas étonné qu'il aille combattre pour la ceinture derrière. Et je ne serais pas étonné qu'il nous surprenne. Je le souhaite même. Et au fond, je trouverais cette histoire très belle. Ça nous apprendrait que peut-être qu'il faut un peu plus de temps, mais on veut tout rapide, numéro 1 maintenant et tout. Un peu plus de temps, et s'il faut, il y arrive. Mais ce serait un exemple pour tout le monde. Quand il faisait les cœurs, moi je suis plus grappleur. Hein. Il s'est fait gazer un peu. Il s'est fait gazer alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouvais ça incroyable. Il donnait de la positivité à tout le monde en montrant, même moi qui suis grappleur, qui pouvait te décomplexer sur le stress, dire on peut y arriver à haut niveau en étant cool, tu vois. Effectivement, il y a un sujet pour le numéro 1, là, tu as un vrai méchant en face, il manque quelque chose. Peut-être, c'est un débat. Mais l'enterrez pas. Il va peut-être y arriver au bout. C'est juste que c'est la notion du temps qui change, tu vois. Donc voilà, donc on revient sur le sujet avec ça. Je pense que le spectacle, il va prendre une place et c'est important parce que l'économie, ça tourne plus avec ça. Maintenant, comment le régler? C'est nouveau en France. Donc, il y a du réglage à faire, quoi. Pour toi, à ton avis, l'UFC, ça restera toujours l'organisation numéro 1? Dans le futur, je sais pas, mais pendant un bon moment, ça va être compliqué de les détrôner. C'est un travail profond depuis 20 ans, 30 ans, donc on va pas les dépoter un an comme ça. En plus, c'est un mentalité américaine, ça veut dire qu'ils font attention qu'on les dépote pas comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'anticipation. Moi, je fais attention, si je monte une entreprise, je calcule ce que je peux faire dans 1 an ou 2, tu vois, pas plus, tu vois. Quand tu as une entreprise, peut-être sur 5-10 ans, et quand tu as une société, peut-être sur 1 siècle. L'UFC, avec les milliards, ils n'ont pas une manière de penser sur dans 6 mois. Ils voyaient les choses de loin, et je pense même que le conflit Ngannou-Dana White, c'est parce qu'il se projetait sur l'Afrique et non sur un match. Hein. C'était beaucoup plus puissant que ça, le problème. Donc l'UFC, c'est tellement profond qu'ils vont pas se laisser dépoter comme ça en 2-2. Donc est-ce qu'ils se feront dépasser? Pas voyant, mais dans les 5 ans, 10 ans, tu dépoteras pas comme ça. On le voit, le PFL, ils ont des émirats derrière qui mettent de l'argent et pourtant ils les dépotent pas. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont là. Bon, ils ont fait quelques réactions, quelques vues, mais j'ai pas l'impression que ça ait titillé plus que ça. Hein. Donc on attend de voir l'UFC en Afrique ou le PFL en Afrique, on va voir.
Mais j'ai l'impression que quand même, c'est très compliqué de les dépoter. Tu sais, la société, elle va de plus en plus vers quelque chose de mondial unique. Donc les chaînes, tu vois. Donc dans ce travail de chaîne, l'UFC, c'est les petits bouchers, ils tombent. Hein. C'est les chaînes, on achète la bouffe, maintenant la viande à Carrefour depuis 15 ans. Mais avant, c'était plein de bouchers, ça n'existait pas, la viande à Carrefour. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'au final, il va rester peut-être 2-3 grandes chaînes. Vraiment, c'est une bataille de chaînes. Peut-être que ça expliquerait pourquoi le RSMMA rachète et tout, ça se regroupe pour avoir une grosse chaîne. On le voit avec Basic Fit, et ces chaînes-là de muscu. Mais donc l'UFC, je pense que quand même, ils sont numéro 1 dans les chaînes, pas dans les organisations. Et ils sont sur toute la planète, quasiment. Les fight cards du PFL sont pas... C'est pas équilibré, quoi, les matchs. Je t'avoue que je sais même pas, et le PFL, pour moi, l'importance que je peux mettre au PFL, c'est troqué par les matchs français que j'aime. Mais en dehors des matchs français, sur lesquels je me sens visé, je sais même pas les cartes qu'ils font. Alors que l'UFC, je sais les cartes qu'ils font, alors que même c'est pas un français. C'est là où tu te dis, il y a quand même un niveau différent. La seule chose qui peut changer, c'est le One. Le One, ils sont des milliards, donc en Asie, ils ont un truc, alors que c'est pas notre continent, entre guillemets, nous on est plus proche des États-Unis qu'eux, donc ils ont peut-être une puissance énorme, alors qu'on les regarde pas. Mais après, je sais pas, les chiffres et tout ça, je connais pas vraiment. Mais c'est vraiment à part. Mais moi, le PFL, tout ça aujourd'hui, je pense que c'est un très bon choix pour les combattants, comme Saladin et ainsi de suite, tout, tu le KSW, le PFL, c'est-à-dire de faire le choix de gagner sa vie pour couvrir sa vie, pour sa famille, gagner tout ça. Je pense que les gens font assez de sacrifices, assez de dureté et compagnie pour se donner le droit de gagner sa vie quand même. Tu vois, parce que les spectateurs, ils disent, ouais, attends, t'es là, tu dis que tu veux être le plus grand champion, mais tu vas pas à l'UFC, tu restes dans ta petite organisation et tout. mais ça c'est un débat sans fin. Champion, mais champion de quoi? Tu crois que même les champions, pour moi l'UFC c'est la vraie organisation, on est d'accord? Mais tu crois que les champions, on les drive pas, on choisit pas un peu qui on veut, comment on veut. Je te dis, je reviens à te dire, quand ils voulaient les systèmes brésiliens, c'était les champions, c'était les Brésiliens. Quand il y avait le business Brésil, ils cavaient les ceintures. Quand on a voulu développer l'Europe, d'un coup on a 3 ceintures en Europe. Demain ils veulent développer la Russie, il y avait plein de ceintures aujourd'hui, il y a 4 ceintures dans les pays de l'Est. À ton avis, à ce moment-là, ils font les UFC à Abu Dhabi. C'est des mecs qui se planifient ça sur des développements d'années. Donc si je te reprends cet exemple-là, tu crois vraiment que le champion c'est le champion? Tu crois que si tu veux pas descendre, quand tu vois que c'est boxe, lutte, sol, et qu'on sait tous qu'on a une bête noire, il n'y a pas de champion. Tous les plus grands champions ont une défaite. Et on sait qui te va et on sait qui te va pas quand tu es un manager. C'est ça le management. On sait quand il y a le combat facile et quand il y a le combat dur. Après, le débat, c'est la proportion. Est-ce que tu te fais 80-20 de match easy ou tu vois? Mais le champion, je peux te promettre que si tu voulais monter Cyril Gane, tu lui mettais quelques personnes, et si tu voulais le descendre, tu sais qui lui mettre. Attention, il faut qu'il gagne, mais tu vas lui compliquer la tâche, tu vois. Donc Pereira, si tu voulais mettre Pereira 3-4 mecs un peu plus durs, peut-être qu'à un certain moment, on aurait pu lui mettre, tu vois. Maintenant, ça évitera pas le match dur, hein, ça évitera, mais on va lui faciliter le... Mais on le voit en boxe anglaise, si tu veux amener un mec à un titre, tu sais, le top 10, ils peuvent être tous champions, mais tu mets le mec au bon moment, ou tu mets T'entends que le boxeur il s'embrouille avec sa femme, qu'il est pas bien en ce moment, boum, tu négocies le contrat et tu mets un peu plus d'argent et tu vas avoir le fight là et tu sais que c'est là que tu peux le battre. C'est pour ça que est-ce que le champion c'est vraiment le champion? C'est des sujets très complexes. Parce que tu peux pas dire que le business n'influence pas là-dedans dans les prises de décision de qui on donne la ceinture. Et pourquoi et comment on fait les matchs faciles ou pas. On le voit. On voit des gens qui méritent la ceinture mais ils l'auront pas comme ça. Et aujourd'hui, encore plus, on revient sur l'influence. Si t'as pas de followers, si t'as pas une story et tout ça, s'il se faut, tu seras même pas champion. On le voit aujourd'hui à l'UFC. Tu peux être bon, tu vas avoir des combats durs, mais si t'as rien à raconter, Khabib, il a eu plein de victoires à un moment. C'est pour ça que le débat, est-ce que c'est le GOAT et qu'il a pas plein de victoires à la lumière? Ça a été dernièrement, entre guillemets, qu'il y avait la lumière, mais avant, il enchaînait victoires, ainsi de suite. Mais pourquoi? Tu fais une vingtaine de combats avant d'arriver. Il y a plein de fois, il était méritant pour la ceinture, il a été invaincu, carrément, pendant, je sais pas. Mais intéressant de se pencher s'il y avait les contrats télé en Russie qui étaient signés et le lien de quand c'est qu'il a combattu avec la ceinture. Est-ce que des matchs annulés, c'était pas lié avec l'intention business de la Russie? Donc moi je pense que quand on est autour d'une table, nous on va parler de sport, tu vois, de passion et de technique. Mais quand tu as une entreprise qui pèse 2 milliards et que tu crois qu'ils parlent de la même chose, c'est contrat télé, c'est politique, c'est quelle zone on développe. Donc je reviens sur le truc, champion, c'est pas forcément le meilleur qui est champion tout le temps. Attention, c'est un des meilleurs. Mais pour moi, parfois, dans certaines catégories, le top 5 pourrait être champion à tout moment. Ok. Tu fais des schémas.
Ok, ok. Ouais, la gestion de carrière, c'est important. Même, comme tu disais, même en boxe, hein, même un Mayweather, il avait la réputation de choisir ses combats, ses combattants à certains moments, en fait. Mais ça veut pas dire qu'il a pas eu des matchs durs. Oui, oui. Mais Ouais, qu'il a perdu. on le voit par exemple en boxe, les 10 premiers combats, c'est des matchs contre des mecs négatifs, tu vois, 5-6 combats et tout, et de temps en temps, tu as un match dur. Et tu le vois, 3-4 matchs tranquilles et un match dur. Tu les as, les matchs durs, donc si t'es pas bon, tu gagnes pas. Mais il y a une gestion. Et c'est là où c'est vrai que un manager a en ses mains ta réussite. Ça ne suffit pas que d'être bon. Dernièrement, tu es intervenu sur Daniel Warin, qui Mm. avait lâché un peu des propos par rapport à la défaite de Benoît Saint-Denis. Mm. Et en gros, toi, ce que tu lui reprochais, c'était de, entre guillemets, un peu de cracher dans la soupe. Mm. Et... En fait, pourquoi j'ai parlé, j'ai rien à gagner. Quand tu sais que par exemple, il s'exprime dans une émission qui fait 200, 300 000 vues, moi j'ai quoi, j'ai 40, 50 000 followers, tu sais que c'est pas bon pour toi au niveau proportion, tu sais que tu vas avoir plein de mecs qui font commentaire. Donc ça veut pas dire que je suis là pour la lumière, c'est pas pour la lumière. C'est que moi, j'ai été son coach pendant 2 ans, contrairement à ce qu'il dit. Les choses vont sortir, vous inquiétez pas. Au bon moment et par la bonne personne. Mais j'ai partagé le tapis 2 ans avec lui. Et j'ai tourné avec lui, j'ai enseigné, on était dans l'échange. Moi, la qualité, c'est que je peux être sparring, je peux être conseiller, je peux être coach. En tout cas, on échange énormément. Benoît, c'est une très bonne personne. Si même j'étais plus avec parce que je suis parti à cause de Daniel, c'est pas lui qui m'a truc, c'est moi qui suis parti. Quand il dit le sujet que c'est pour la lumière, non, à ce moment-là, j'avais 20-30 000 followers, Benoît en avait moins. Quand il dit il fait comprendre que l'UFC, c'est parce que la lumière et tout. Non, j'ai aidé Benoît avant l'UFC. J'ai aidé Benoît pour qu'il rentre à l'UFC dans les entraînements. Quand il était à l'UFC, j'ai quitté à cause de Daniel. Donc faut remettre les choses à sa place, mais d'autres choses en sortiront. Mais ce que j'ai pas aimé, pourquoi j'ai intervenu, c'est que Benoît, c'est un mec gentil. J'ai apprécié Saladin, j'ai apprécié Benoît. Il y a plein de mecs très gentils et humbles dans les combattants. D'ailleurs, j'incite à les commentaires, le grand public, parce que c'est eux souvent qui critiquent très vite Benoît ou Daniel aussi est là. Regardez ceux qui sont dans l'histoire, pas à l'extérieur. Ceux qui sont dans l'histoire, les partenaires de Benoît. Est-ce qu'il y en a un seul qui dit que Benoît est mauvais? Est-ce qu'il y en a un seul que Benoît dit qu'il est malhonnête, et ainsi de suite? Personne. Jorik, Max, moi, tous, prenez tous. Il n'y en a pas un. Parce que Benoît est vraiment comme ça, on ne peut pas l'inventer. Prenez à l'inverse l'autre sans faire des polémiques. Est-ce qu'il a des idées là? Prenez le passif. Bref, ça ne me regarde pas même. Et moi, ce que j'ai pas aimé en résumé, pour conclure le sujet, c'est que l'émission sur laquelle il s'exprimait, toutes les semaines il mettait un pic, toutes les semaines il paye un pic, toutes les semaines il paye un pic, moi ça m'affecte parce que si tu as partagé quelque chose sur le tapis en fraternité avec quelqu'un, personne ne dit rien, personne ne dit stop, personne ne lui dit d'arrêter. Et à un moment, moi je me suis dit, c'est un ami. Si même je dois perdre des followers, c'est un ami, tu vois. Et contrairement à la lumière, quand je fais ça, je dis, ah ouais, je vais perdre 100 ou 200 followers. Entre gagner de l'argent ou des followers ou je sais pas quoi et les valeurs d'un ami et tout, je suis désolé, demain je ferai le choix. Demain, fermez-moi mon compte, enlevez-moi mes followers, je choisirai toujours ça. Ma carrière s'est construite comme ça, sur ce que j'aimais, sur mes valeurs, et Benoît est un mec bien et je l'aimais. Et pourtant, je travaille pas avec. Et au lieu d'être un vicelard et une fouine, de rien dire et de revenir de Benoît à travailler avec, est-ce que je travaille avec aujourd'hui? Pourtant, Benoît m'a envoyé un message, Thomas, t'inquiète pas, ça va, j'ai envie de travailler avec toi, ainsi le truc. Y a pas de problème. Si tu me demandes, je viens, il y a rien. J'ai même entendu il y a pas longtemps, comme quoi je lui ai demandé d'être dans un camp à Las Vegas, de prendre des billets d'avion ou quoi que ce soit. Si je sors les audios, ça va faire mal. Il y a beaucoup de gens très malhonnêtes. Donc si j'ai parlé, c'est parce que, s'il vous plaît, vous trompez pas. Benoît est un mec bien. Benoît est un mec bien. Vraiment, en tout cas, je parle sportivement sur le tapis. Donc, j'ai voulu dire stop, arrête. Je vais donner une dernière image et on conclut vraiment un truc, tu vois. C'est leur relation ne regarde personne. Ça m'appartient pas. Moi, j'ai eu ma relation avec. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça me regarde. C'est un mec bien, j'ai voulu le dire, c'est tout. Leur relation d'amoureux, ça c'est mon opinion personnelle extérieure, ils ont vécu leur histoire et je trouve qu'elle est fabuleuse. Je trouve qu'il y a eu quelque chose de fort et avec du résultat. Je pense pas que tout appartient à Benoît, à Daniel, et je pense que tout n'appartient pas à Benoît. Les deux, c'est leur relation, les deux apportent. On peut pas dire le contraire. Ce que je peux reprocher, là je refais une parenthèse, quand Daniel entraîne 2 ou 3 fois par semaine Benoît, un pro s'entraîne entre 10 et 12 fois. Hein. Donc apparemment il n'y a que lui la réussite. Où sont les coachs de préparation mentale? C'est pas le coach. Où sont les coachs de lutte? Ils sont pas coachs. Où sont les coachs de sol? Ils sont pas coachs. Donc en gros, tout ce que tu fais extérieur, t'es pas coach. C'est un problème ça. Je referme la parenthèse. Donc, leur relation amoureuse d'un mec qui toutes les semaines pique et fait un pic, j'ai envie de dire, tu vois, en rigolant, on dirait qu'ici, une histoire de couple, t'as 2 types de personnes. T'as la personne quand il a été amoureux de sa femme et qui se sont séparés, t'as celui qui dit, ah, c'est une excusez-moi du terme, mais il va dire, ah, c'est un tel ou un tel. Et t'as le mec qui dit rien. Personne ne se sépare sans histoire.
Mais tu as deux types de personnes. Tu as celui qui va cracher toute la semaine, dire que tu es en train de cracher sur quelqu'un avec qui tu as passé du temps dans ta vie, que tu as aimé et que tu as apprécié, donc tu es en train de cracher sur toi-même en fait, sur ce que tu as apprécié en fait avec. Donc pourquoi tu fais ça? Donc moi je viens pas le critiquer, Daniel, j'ai rien à lui dire, j'ai des trucs, c'est juste fais pas ça parce que si on rentre là-dedans, personne n'est reprochable, ni toi, ni moi. On a tous quelque chose à un moment, personne n'est parfait en fait. Qui est personne? Comme on dit que celui qui est parfait jette la première pierre. J'attends la pierre. Donc personne n'est reprochable. Et moi sincèrement, entre les valeurs et le mensonge et tout, moi on peut pas m'enlever un truc. Et je peux jurer sur mes enfants, le mensonge, faites-moi truc, mettez-moi un détecteur de mensonges comme en vidéo. Mais c'est le plus important. Les médailles resteront au placard. Votre argent, demain, le gouvernement peut venir vous le prendre. Et même si t'as de l'argent, t'en fais quoi? Les valeurs, c'est le plus important. Les relations humaines, c'est le plus important. C'est tout. C'est pour ça que j'ai fait ça. Maintenant, chacun avec sa conscience. Je pourrais ne rien dire. J'aurais du mal parce que je trouve que Benoît ne mérite pas ça. Parce que si moi, j'ai du respect pour ma propre carrière à faire quelque chose de dur et aller au bout, et que je sais ce que c'est en chier une carrière enfin dure, et moi je fais que du grappling, il n'y a pas les frappes. Benoît, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Après qu'il aille jusqu'au top 5, la ceinture ou pas, c'est normal qu'il ait envie de l'exprimer et tout. Mais ce qu'il a fait, je suis pas sûr qu'il y en ait dans les 2-3 ans qu'il y en ait un autre qui le fasse. Je le souhaite. Mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. Ça a du mérite. Et je trouve que quand on est aux États-Unis, on valorise la réussite de quelqu'un. Je trouve qu'en France, on ne la valorise pas assez. Pour toi, il y a qui comme gros prospect en MMA en France? Bon, après, moi, je suis grand public, je connais pas vraiment tout le monde. Il y a des spécialistes dans le MMA français, mais de ceux que je côtoie et qui sont déjà à la lumière de ce que je vois, Baki, moi, je trouve vraiment très fort. Et j'apprécie en plus humainement la personne, je l'ai dit plusieurs fois, mais on voit qu'il est fort, c'est un gros travailleur, donc je pense que l'évolution elle va être très très forte. Apparemment, il y a cette revanche qui se ferait début d'année, donc je pense que c'est un match qui sera pas plus... c'est pas parce qu'il a gagné qu'il regagnera plus facilement que ça. Doumbé, c'est quelqu'un qui regagne les revanches régulièrement. Je pense qu'il comprend ce qu'il a intérêt à vraiment gagner. Donc j'espère qu'il s'entraîne fort, je le pense, parce que c'est très important pour sa carrière et sa suite. C'était un très beau match, donc Baki. S'il regagne Doumbé, je pense que vraiment là, ça a confirmé quelque chose. Donc c'est un beau match. Toi, le combat, tu l'avais vu? Ah oui, pour moi, domination de Baki. À la fin, je crois qu'au moment où le combat il a arrêté, je crois qu'il y a un round chacun. Ouais, mais si tu regardes, il a dominé pour moi son premier round. Les nombres de touches de frappe, prenant les écrans et calculant les vraies touches qui étaient validées, pas validées de l'un des trucs, il y avait quand même des trucs. Le premier round, il n'y a pas photo, c'était le nombre de takedowns qu'il avait mis. Baki, c'est sûr que c'était lui. Bah, il y avait pour moi plus de dominance, voilà, un partout peut-être, s'il y en a qui veulent, et encore. Et il y a plus de domination sur le premier round que sur le deuxième, donc voilà. Et il restait un troisième. Mais voilà, le combat, il s'est arrêté, c'est comme ça. Et après, de croire que Doumbé est dominé, c'est faux. Au troisième round, il touchait pas plus. Et les gens, ils parlent d'un ensemble psychologique, c'est faux. Parce que tu peux laisser venir le gars, laisser l'ouvrir le gars, et qu'il ouvre le plus de frappes il avait juste besoin d'un takedown ou deux pour marquer les esprits, gagner le round. Après, je pense que c'est la meilleure des choses qui soit arrivée à Baki. Parce que s'il était à la décision, je suis pas sûr qu'ils auraient donné la victoire à Baki, même si on aurait pu dire à 60-40. Parce qu'on a quand même senti que l'organisation, elle était influencée, même si tu vas me dire que les juges, il y a quand même un truc, ils peuvent être... Ouais, mais quand t'as le public qui est là, qui est là, quand tu vois que la commentatrice, elle parle, et qu'on voit quand même, il y a un conditionnement, inconsciemment quand même, ces trucs. Et même quand tu vois que dans les écrans de compte de touches, là, sur la télé, on voit que Baki, il y a des touches qui sont pas comptées, et que Doumbé, il y a des touches qui sont comptées, alors qu'elles sont dans... Tu te dis, ah ouais, heureusement presque, même s'il y a domination, le vrai sujet c'est heureusement presque qu'il y a eu l'épine, parce que même à la décision, je pense que ça aurait été compliqué. Donc la revanche, il a intérêt à gagner. Non seulement j'ai vu une vidéo dire je vais vraiment combattre et aller vraiment boxer et chercher un combat dur, et je pense qu'il va pouvoir le finir, parce que je pense que s'il revient au PFL, il faut pas qu'il ait la décision. Ah mais ça c'est sûr qu'on a bien senti que le PFL, même comme tu parlais justement de la Baki t'es mort, va prendre parti comme ça, c'est pas possible. C'est pour moi inacceptable. Pour moi, c'est un signe de quelque chose. En tout cas, ça c'est pas anodin. Ah, là, il se cachait. Là, tu te caches même pas. C'est hallucinant. Est-ce que c'était intentionnel ou pas, le truc? Mais même si c'était pas intentionnel, ça montrait que dans l'environnement dans lequel tu étais. Donc. Non, puis même c'est vrai, ça relève manque de professionnalisme pour moi. Parce que si soit c'est fait sciemment et ça se fait pas, soit tu l'as fait mais de manière comment dire, sans que c'était pas dans, en gros tu t'es dit t'étais juste pris par la hype et tu l'as fait, ouais Baki t'es mort. Bah, c'est que t'avais rien à faire là, que t'es pas professionnel dans ce que tu fais. Tous les cas, ouais. Mais si c'est sur des
des petits détails comme ça que, ouais, à la sortie, je me rappelle, j'en parlais avec des amis, on disait, ouais, mais sur des détails comme ça, l'UFC, ils sont lumière. Ouais, c'est ça. Ça n'arrive jamais, ce Non. genre de choses. Il Non. ne verra jamais une écharde se foutre dans le pied d'un combattant et stopper tout le combat, quoi. C'est sans méchanceté ou quoi que ce soit calculé et tout. Hein. Moi, je trouve que le spectacle, c'est une chose. J'aime bien ce qu'il fait certaines choses. J'ai du mal avec certaines choses, mais ça ne veut pas dire que personnellement, derrière, je ne le connais pas. S'il se faut, c'est quelqu'un de très très bien, Cédric et tout ça. Il a apporté des choses, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un retour de karma de certaines choses, tu vois? Non, mais on pourrait se poser la question parce que c'est inimaginable. Tu le mets sur un papier, c'est inimaginable. Donc, parfois, tu dis, ah ouais, est-ce que c'est pas un peu karma, un truc? C'est très particulier ce qui s'est quand même passé, tu vois. Tu peux te poser la question. Moi, j'ai pas d'origine, j'ai rien, mais je me dis, ah ouais, il n'y a pas quand même un retour de truc à être autant. C'est incroyable. Surtout que quand même, on va dire qu'il est sujet de la douleur, il fait du pied-point. Le pied-point, c'est un sport de douleur. Donc je comprends quand il dit c'est un truc hors contexte, en fait, qu'on n'est pas préparé pour, oui. Mais après, je comprends vite aussi le banner qui dit, les gars, même si c'est hors contexte, quand tu te casses ainsi et là, quand même, tu t'arrêtes pas pour une épine. Mais je pense qu'il y a eu une déstabilisation. Je pense que Baki l'a surpris, l'a déstabilisé. Je pense il y a le public qui était à mort pour Doumbé et ça s'est retourné pendant le combat. On l'a senti, on l'a entendu, tu vois. Et peut-être que ce facteur est arrivé très particulier, comment, pourquoi, tout. Donc je pense cette fin, elle est atypique. Elle a peut-être sauvé Baki dans le sens, pour moi il gagnait, hein, mais dans le sens, tant mieux que ce soit pas la décision. Elle peut avoir peut-être, c'est des sujets comme ça, elle peut avoir sauvé aussi Doumbé, parce que d'un côté, si tu regardes, tant mieux qu'il y ait eu l'épine, parce que s'il avait vraiment perdu ou un KO incontestable, ben, il n'aurait pas pu revenir après derrière, alors que là, l'épine, ça laisse quand même 50% à dire oui, mais, tu vois. Donc, ça veut dire que son business n'est pas mort. Donc est-ce qu'il n'a pas pris cet échappatoire à travers ce truc-là? On ne sait pas, tu vois, personne n'aura la vérité. Mais c'est bizarre. Quels sont, toi, tes projets d'avenir un peu en dehors? Est-ce qu'il n'y a que le Rascamp? Est-ce que tu as peut-être des combattants dont tu t'occupes plus régulièrement? En fait, moi, j'aime toujours être dans l'échange. Donc, s'il y a des gens qui viennent vers moi et qui me demandent, j'ai toujours donné ce que je peux donner, en fait, mon expérience. C'est pas moi qui vais les chercher, c'est toujours eux qui sont venus me demander. Donc après, moi, je fais mon maximum. Les camps, ça, c'est moi qui les organise. Les gens viennent vers moi, je donne mon maximum. C'est la seule chose que j'ai à me dire le plus important, en fait. C'est que quand je prends, entre guillemets, un projet, un défi, je me donne. J'aime bien les projets, moi j'aime pas forcément, tu vois, le truc entreprise, travailler comme un coach toute l'année, l'année prochaine. J'aime bien, tu me donnes 3 mois un défi ou tiens, je te fais venir une semaine et tu me fais. J'aime bien donner le maximum sur une durée. Comme ça, après je rentre et je repose. Tu vois, par exemple, avant, dans l'enseignement, quand tu es prof et que tu t'occupes de compétiteurs, tu vas donner beaucoup à 2-3, à peu de personnes. Aujourd'hui, j'inverse. Aujourd'hui, je préfère donner un petit peu, mais à beaucoup de gens, à travers les stages, enseignements, tu vois. Et en fait, après, je me dis, le reste, c'est pas à moi, en fait. C'est à eux. Et là-dedans, s'il y en a un du peu que j'ai donné qui peut en faire quelque chose de grand, c'est fabuleux. Et ensuite, c'est à lui de faire les preuves et de venir. Et quand je vois que tu auras fait tes preuves, je vais me donner un peu plus. Quand j'étais jeune, c'est très étonnant parce qu'on veut comme un enfant, on veut beaucoup d'attention, on veut exister, ainsi de suite. À Blagnac, il y avait un club de boxe anglaise très fort et j'avais été très étonné d'un prof. T'arrives, bonjour. Je vais stéréotyper à mort, mais presque pendant 6 mois, 1 an, il te dit juste bonjour, quoi. Et au bout de 6 mois, 1 an, il te dit ah, t'as le sac là-bas. Oh, il m'a parlé, il m'a considéré. Et quand il va te voir 1 an de plus faire du sac, il va te dire hé mec, viens, le coude, la main, le cil, il va donner des conseils, tu vois. T'as gagné son conseil, t'as gagné le truc. Et ça, au début, c'est bizarre, il me parle pas, Non, lui, c'est un vrai boxeur dans le sens à long terme et tout ça. Tu dois montrer tes preuves. Parce que quand tu grandis, tu comprends que sur 100 personnes, t'as un 99 qui vont passer ce divertissement 1 an ou 2 et qui passent à autre chose. Donc, ça serait se perdre à lui-même, son grand enseignement. Quand t'as un grand enseignement, que tu veux faire quelque chose de prononcé. Donc, je pense qu'il faut donner un petit peu et attendre de voir qu'ils ont face en face. Tu ne peux pas faire à la place des gens. Donc, laisse faire leurs épreuves. Prends du temps pour comprendre à qui t'as affaire aussi en face. Et on a le temps. Est-ce qu'il faut être champion du monde en 2036 ou en 2039? Pressé, c'est très bien 2036, mais si c'est 2039, c'est 2039 champion du monde. Et on dirait qu'on est exigeant de suite au plus rapide. Donc moi je pense que si tu prends un peu de temps, ça te permet d'avoir plus d'informations et de prendre. Donc au jour d'aujourd'hui, moi, je fais des stages. Si on me demande de venir 5 semaines ou 4 jours, pour occuper un combattant, je viens le faire. Je donne mon maximum. Après, ne me demandez pas plus. Mais je donne mon maximum quand tu viens. C'est un contrat entre toi et moi. Je ferai le maximum. De toute façon, tu vas le voir, je suis passionné, je suis à fond, je pousse, tu vois, quand moi je donne un stage ou un cours, je rentre chez moi, je me repose autant que le combattant. Mais voilà, c'est la manière dont je travaille aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme projet demain?
bah, je marche au défi et parfois j'ai même envie de choses nouvelles. Je vais te dire un truc marrant, je sais pas s'il faut le dire, mais Si, tu peux. en fait, moi, je pense qu'à un moment, on a besoin de beaucoup de diversité pour pas s'ennuyer. Et moi, je préfère être fidèle à ma femme et avoir beaucoup de diversité dans les projets que d'avoir un seul métier, une seule chose et aller voir beaucoup de femmes. C'est comme ça. Moi, je pense qu'il y a des choses importantes, c'est ton métier, ta femme et ta famille. Et moi, aujourd'hui, tu vois, je vais apprécier pas la monotonie, mais tu sais, le truc simple, cool chez moi, mais je veux pas être cool, simple chez moi et cool, simple à l'extérieur, tu vois, et régulier à 19h au cours, le lundi, tout, ça me ferait chier. Moi, au bout d'un moment, j'ai envie d'exploser. Parce que dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été sur la route et tout ça, donc j'ai besoin régulièrement d'entretenir ma flamme et ma envie en faisant quelque chose de nouveau, en goûtant un nouveau fruit, en ouvrant quelque chose. Donc maintenant, moi, aujourd'hui, je bouge beaucoup et je m'interdis des projets tout le temps de la même chose à l'extérieur. Mais chez moi, oui. Mes enfants, oui, je les veux tout le temps. Ma femme, oui, et je ne veux pas d'autres femmes. Par contre, les projets, vas-y. S'il y en a un qui me dit, Thomas, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je l'écoute, et parfois je lui dis non, et parfois je dis, oh là là, let's go. Et je kiffe, je repars à zéro sur quelque chose. Tu vois. Et je pense que c'est très important, quand tu fais quelque chose, de marcher avec cette énergie. Donc voilà, c'est moi, je prends quelque chose là. Donc j'ai les stages, je le refais là. J'ai un projet personnel, peut-être de refaire une compétition, mais Toi, personnellement? ouais, mais je vais en parler là. J'ai un ami, un combattant, Enzo Piopo, et je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de refaire un truc, je vais pas me mentir, j'ai 44 ans, ça fait 2 ans que j'essaie de le refaire, j'ai fait un régime il y a pas longtemps, j'arrivais pas, je voulais revenir à 77 pour refaire un truc. Tu sais, je me suis dit, je suis vieux, vas-y, je retourne de catégorie plus jeune, comme ça. Et je me suis dit, écoute, j'ai besoin d'un jeune lion qui a le même projet que moi, et est-ce que tu es prêt à le faire? Je sais que c'est ton rêve aussi. Et il m'a dit, oui. Et je dis, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Il a posé une année de congé sans solde. Je dis, ok, je vais t'aider à le financer. Ok, on va trouver le système, à trouver un peu de financement pour qu'on puisse s'entraîner 1 an ou 2 ensemble. Donc, avec Enzo Piopo, je vais tout faire pour qu'il aille à la DCC le plus loin possible. Donc moi, peut-être que je peux l'âge et peut-être que j'arriverai pas à l'encaisser parce qu'en plus c'est 45 ans, 46 ans, tu vois. Mais je vais tout faire pour que ce soit lui. Et je vais même vivre aussi mon rêve à travers lui. Moi, j'ai fait ma carrière, elle est belle et je vais essayer de le pousser et de continuer. Peut-être que c'est ça la continuité. Et ensuite, comment te dire? Je pense même au final que la chose la plus importante, ce sera sa réussite plus que la mienne. Donc là, par exemple, c'est un projet que j'ai demain. Okay. C'est tu vois, de continuer le stage, de donner un plan à personne. Et c'est vrai que si j'ai envie de revivre quelque chose de profondément, peut-être Enzo Piopo, c'est quelque chose de nouveau. Et j'en suis persuadé que, je sais pas si c'est dans 2 ans ou dans 4 ans, mais je pense que je vais tout faire pour que dans les 2 ans, là, il soit au moins demi-finaliste sur le podium. C'est mon objectif. Et si on a ce premier palier, je vais tout faire pour que dans les 2 ans d'après, il soit le vainqueur. Je vais tout faire pour que ce soit le vainqueur dans 2 ans. Mais on va dire, voilà, ça serait un des projets que j'ai. De prendre quelqu'un et de l'amener et de le pousser. Ça marche. Après, s'il y a d'autres projets, je sais pas. Bah après, point de vue personnel, j'ai l'impression que tu es déjà épanoui. Ouais, moi, je pense qu'après, je suis épanoui et je pense qu'il y a certains trucs que je ne ferai pas à l'extérieur. Parce que je pense que faut pas courir à gagner plus d'argent. Je pense qu'à un moment, il faut avoir un certain palier et rester dans une tranche où tu as l'équilibre entre passer du temps avec la famille et de quoi vivre et continuer tes projets, tu vois. Donc moi, je cours pas après l'argent. Demain, si on me disait, Thomas, tu fais ça et tu gagnes 10 000 euros, je ne le ferai pas parce que aujourd'hui, je veux passer du temps avec mes enfants. Ma carrière d'avant, j'ai pas pu. Aujourd'hui, je veux. Donc moi, je veux juste trouver un équilibre de revenus qui me fait l'équilibre entre... Je pense que le vrai luxe, on le sait tous, c'est au bout d'un moment, c'est pas de gagner plus d'argent, en tout cas pour ma part, c'est de gagner assez d'argent pour avoir le temps. Je pense que l'élément important, c'est d'avoir le temps, le luxe, d'avoir du temps, de se reposer presque. Je pense que même dans la société d'aujourd'hui où on court, on est tout le temps pris par le temps, je pense que de te dire je peux prendre des demi-journées par-ci, des demi par-là, c'est le vrai luxe. Il faut gagner l'argent pour rien faire, je pense. C'est très important pour la santé, l'équilibre et la famille. Donc je vais prendre certains projets, j'en ai, et je pense que j'en refuserai pour garder l'équilibre avec ma famille. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Non, mais je sais pas. Qui fait ce que vous faites. Non, qui fait ce que. On prend de l'âge, on n'est pas la même personne à 20 ans, 30 ans, 40 ans. La perception évolue. On peut changer d'opinion, on peut changer d'avis, ainsi de suite. Mais ne changez pas de valeur, n'oubliez pas la famille et n'oubliez pas qu'il y a le cerveau et qu'il y a le cœur et qu'il y a les tripes. Voilà. Et je pense que ça peut vous donner beaucoup d'informations. On peut se tromper par la perception d'une société qui nous conditionne et qui nous fait croire certaines choses sur certaines opinions, qui parfois ne sont pas forcément les nôtres. Mais je pense qu'il y a une petite voix qu'il faut apprendre à écouter. Donc le silence est une très bonne chose pour écouter sa voix intérieure qui te donne plein d'indicateurs.
Donc, est-ce que c'est bon ou pas bon parfois qu'on fait certaines choses? Ben, fais des erreurs. Si ça vient de toi-même, donc voilà, kiffez, faites ce que vous aimez. Si vous le sentez, faites-le. Merci. Merci à toi. Alors, on te souhaite le meilleur en tout cas.